Une nouvelle programmation pour une expérience unique, magique, juste pour vous. Le nouveau visage de la télévision avec... Bonsoir à tous et bienvenue au nouveau numéro de votre magazine sur le chemin des élections diffusé en exclusivité sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Et justement pour parler de ces sujets qui ont trait aux élections qui arrivent d'ici l'année 2025, nous recevrons en studio notre consultant permanent dans le cadre de cette émission, Jordan Jussof-Omekon. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Madeleine, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Horizon 3 Télévision ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau ce soir. Et comme à l'accoutumée, c'est important de savoir si vous allez bien, si la semaine a bien démarré et si elle s'est bien achevée pour vous avant de poursuivre avec le programme. Oui, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Les élections sont prévues l'année prochaine au Cameroun et la présidentielle sera organisée au mois d'octobre. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous rencontrons les Camerounais qui émettent des attentes particulières en vue de cette élection présidentielle-là. Donc, je peux vous dire que je me sens comme le Cameroun. Là, c'est à vous de juger si le Cameroun se porte bien. Je me porte bien. Si vous estimez que le Cameroun se porte mal, alors je me porte mal. D'accord, on va s'arrêter là à ce sujet. En tout cas, Jordan, aujourd'hui, on va parler du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, qui est le président de cette formation politique, a tenu une conférence de presse le 14 novembre 2024 où il semblait faire le procès d'Election Cameroun, d'ELECAM et même de quelques membres du Conseil constitutionnel. Alors, Jordan, quels sont les détails précis par rapport à ce sujet? Deux éléments fondamentaux qui ont été évoqués par Maurice Kamto dans le cadre de cette conférence de presse sur laquelle on reviendra largement dans le grand reportage que nous avons réalisé. Nous étions à cette conférence de presse organisée au siège de sa formation politique, située au quartier Oudja, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Il est revenu sur ce qu'il qualifie de fraude électorale, avec les absences des noms de certains Camerounais inscrits sur les listes électorales, sur les listes provisoires justement. Vous vous souvenez, au cours d'une édition de ce programme, sur le chemin des élections, nous avons donné la parole à plusieurs leaders politiques qui, eux, avaient dénoncé cette absence-là. Après cette phase où nous avons questionné ce qui s'était passé sur le terrain, Maurice Kamto a décidé d'organiser tout un événement au cours duquel il a présenté, région par région, circonscription par circonscription, les différents détails, les différents rouages qu'il juge être des éléments de nature à mettre en doute la crédibilité de l'actuel système électoral. À côté de ces quelques éléments sur lesquels on aura longuement l'occasion de revenir dans le reportage et plus tard dans le décryptage, il y a eu une plainte déposée par sa formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, contre certains membres du Conseil constitutionnel, parmi lesquels le président de cette instance-là. Pour planter le décor, il faut dire que le Conseil constitutionnel est cet organe qui est prévu par notre Constitution de 1996, dont la responsabilité est d'établir sur plusieurs éléments. Parmi les rôles de cette organisation, il y a, entre autres, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ça veut dire, le Conseil constitutionnel a la responsabilité de vérifier si les textes qui sont décidés par les autorités sont conformes à la constitution de notre pays. La session parlementaire est en cours et il y a par exemple plusieurs projets de loi qui ont été déposés sur la table des députés et des sénateurs. Lorsqu'un projet de loi est jugé non conforme à la Constitution, le dernier recours par les personnes qui défendent le texte, c'est évidemment le Conseil constitutionnel. Le problème, c'est que c'est une fonction de cette institution qui n'a pas beaucoup été utilisée, si je ne me trompe pas, qui n'a même jamais été utilisée, et c'est l'une des raisons pour laquelle on n'en parle pas beaucoup. L'autre fonction du Conseil constitutionnel, c'est de tabler sur les différents débats pré- et post-électoraux. Le Conseil constitutionnel a la responsabilité, pendant un scrutin électoral, de faire le point sur les plaintes de certaines parties prenantes dans le cadre des élections.
avant l'élection, c'est-à-dire un débat préélectoral, il y a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, comme on l'a par exemple vu avec le parti politique de Denis Emelien à Tangana pendant les élections régionales organisées il y a de cela quelques années au Cameroun. À côté de ça, il y a que cet organe a la responsabilité de tabler sur des débats post-électoraux, comme on l'a vu avec le contentieux post-électoral en 2018, avec justement les plaintes déposées par certains partis politiques, parmi lesquels le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Pour terminer, Madeleine Mano, c'est important ce que je dis. L'autre fonction, et non des moindres du Conseil constitutionnel, c'est le règlement des conflits entre l'administration centrale et les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes dans un contexte de décentralisation avec la loi relative aux collectivités territoriales décentralisées. Dans l'implémentation de cette politique, il y a que parfois il peut y avoir conflit de compétences entre le pouvoir central et les CTD, les collectivités territoriales décentralisées. Lorsqu'il y a donc débat et qu'on se demande qui doit faire quoi par rapport à telle ou telle chose dans le cadre de cette décentralisation, on saisit le Conseil constitutionnel qui a également le droit, selon la loi, de statuer par rapport à ces quelques éléments-là. Je plante ce décor pour que vous compreniez qu'on réduit parfois le rôle du Conseil constitutionnel à des débats relatifs aux crises post-électorales, alors que dans sa structure, de façon factuelle et de façon organique, il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont celles que doit jouer le Conseil constitutionnel. En revenant donc avec l'une de ces fonctions qui est celle du juge suprême, celui qui déclare en dernier ressort le vainqueur d'une élection présidentielle. Il y a donc que la loi est claire et elle interdit aux membres de cette organisation-là d'appartenir à quelconque formation politique que ce soit, de prendre part aux activités politiques, sauf que sur le terrain, on s'est rendu compte récemment que cela n'a pas été respecté et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est vent debout, s'oppose à cela et c'est l'élément sur lequel on va insister tout à l'heure, mais il est important que je parte du général. Les rôles du Conseil constitutionnel dans leur globalité en revenant sur la particularité qui est celle de l'organisation des élections, qui n'est qu'une mission parmi tant d'autres de cette institution contenue dans la Constitution de 1996 au Cameroun. Et pour justement permettre aux téléspectateurs d'avoir plus ample information au-delà de ce que vous venez de relever à l'instant, on va prendre ce grand reportage que vous avez vous-même réalisé avec Henri Matip sur le terrain et on se retrouve juste après pour le décryptage. Je voulais projeter pour que les journalistes puissent voir et en prendre connaissance. Document en main, Maurice Kamto fait la démonstration de ce qu'il estime être des manœuvres illégales initiées par Elekam par rapport à l'élection prévue l'année prochaine dans le pays. Littoral, nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale 8846. Rejets pour doublon 36 538. Ouest, nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 16 000. Dans la commune de Bacham, dans les Bamoutos, sur 1265 inscrits, Elekam a rejeté 1105 personnes. Autrement dit, seulement 160 personnes ont échappé à la faucheuse électorale en cours. Le nombre de rejets effectivement recensés à ce jour est de 120 000 cas environ, soit 73 700 rejets pour défaut d'empreinte digitale, 38 300 rejets environ pour doublon. La répartition des rejets en détail dans les 4 régions ou dans les régions où ils sont concentrés, à savoir le centre, essentiellement le Fundi, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le sud et l'est. En faisant ce rappel devant la presse, le président national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, estime que l'organe en charge des élections dans le pays veut bloquer le compteur des Camerounais susceptibles de voter en 2025. Il faut croire que le directeur général d'Elekam et son équipe de fraudeurs impénitents, composés entre autres de partenaires entre guillemets techniques,
allemands, Giesecke et De Vries et Veridos nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Tous les observateurs nationaux et internationaux peuvent témoigner que depuis au moins l'ouverture de la campagne des inscriptions sur les listes électorales, au 2 janvier 2024, la direction générale de l'ECAM n'a rien épargné pour briser l'engouement et la mobilisation exceptionnelle des Camerounais. Au Cameroun même et en diaspora, le directeur général de l'ECAM s'est obstiné à violer le code électoral pour empêcher au plus grand nombre de citoyens camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Tout se passe comme si l'engouement de nos compatriotes contrariait leur plan, notamment l'objectif de bloquer le corps électoral autour de 7,5 millions d'électeurs. Par rapport aux Camerounais de la diaspora, l'ECAM s'est arrogé, à travers son directeur général, les pouvoirs du législateur. Rien moins que ça. D'électeurs. Le toilettage qui permet à l'ECAM de détecter les potentielles erreurs en justifiant la mise à l'écart de certains noms n'est pas un argument qui convainc Maurice Kamto dans un pays où, contrairement à la biométrie annoncée par les autorités, le vote reste toujours manuel. Au 31 août 2024, l'ECAM s'est presque résigné, pourrait-on dire, à admettre que 8 111 960 Camerounais étaient désormais inscrits sur les listes électorales. Mais ceci n'était manifestement qu'une manœuvre tactique, car l'ECAM comptait sur sa botte secrète de toilettage pour doucher, voulais-je dire, l'enthousiasme des Camerounais en taillant sévèrement dans le nombre final d'électeurs inscrits. Dans le cadre de la publication des listes électorales provisoires, alors que l'article 78, alinéa 2 du Code électoral dispose clairement, je cite, que le responsable du démembrement départemental d'Election Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre. Le 16 octobre 2024, l'ECAM a mis en circulation un tract non signé dans lequel on pouvait lire que les listes électorales seraient disponibles plutôt à partir du 20 octobre 2024. La loi dit le 20 octobre au plus tard, le directeur général de l'ECAM dit à partir du 20 octobre, violant ainsi le délai légal de l'affichage des listes électorales provisoires. Des semaines après le 20 octobre 2024, plusieurs communes n'avaient toujours pas vu les listes électorales provisoires affichées. Juste un exemple. Sur plus de 500 démembrements communaux de Douala, moins d'une centaine a fait l'objet d'affichage. Dans la diaspora, jusqu'au 6 novembre, des listes électorales provisoires n'étaient toujours pas affichées. Plus grave, en violation de la loi et sans concertation aucune avec les acteurs du processus électoral, certaines représentations diplomatiques du Cameroun ont fixé des dates à leur convenance pour la fin des réclamations après affichage des listes électorales provisoires, les limitant parfois à une seule journée, voire quelques heures seulement. C'est le cas, par exemple, à Bruxelles. En outre, alors qu'au terme de l'article 78, alinéa 2, qui dispose, je cite,
les responsables du département, du démembrement départemental d'élection Cameroun, le responsable, pas les, je reprends, le responsable du démembrement départemental d'élection Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre 2020. Je viens tout à l'heure de citer cet alinéa, je le reprends ici, vous comprendrez pourquoi. On a constaté que c'est la direction générale de l'ECA qui a transmis aux démembrements communaux directement les listes électorales pour affichage, sous couvert des régionaux, mais on n'est pas passé par les départementaux. Les démembrements départementaux qui, au regard de la loi, sont au cœur de la production des listes électorales provisoires ont donc été réduits au rôle de spectateurs entre les démembrements régionaux et les démembrements communaux. Je donne tous ces détails afin que le directeur général de l'ECA sache que nous sommes au courant des actes précis qui attestent ces fraudes. S'il veut contester ces faits graves, qu'il apporte aux Camerounais la preuve que ce sont bien les responsables départementaux, c'est-à-dire les démembrements départementaux de l'ECA, après la saisine, les vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, fin de citation, qui ont effectivement transmis aux démembrements communaux les listes électorales provisoires pour affichage, au plus tard le 20 octobre. Je vous avais également révélé que le directeur général de l'ECAM avait profité du prétendu toilettage pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'empreinte environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissé d'inscription, preuve légale par excellence de leur inscription sur les listes électorales. Comment peut-il se permettre de priver ainsi un si grand nombre de Camerounais de leurs droits civils et politiques fondamentaux? Car ce qu'on appelle système électoral biométrique au Cameroun est une énorme escroquerie de l'ECAM et ses soi-disant partenaires techniques allemands, qui a coûté près de 8 milliards de francs à notre pays. Le vote n'étant pas biométrique, on se demande à quoi pourraient bien servir les empreintes digitales dans un vote manuel fondé sur l'identification du votant dont l'ECAM détient une copie de la carte nationale d'identité ainsi que sa photo et qui, le jour du vote, se fait identifier par la dite carte nationale d'identité et le récépissé d'inscription délivré par l'ECAM. Je tiens à rappeler que depuis l'adoption du code électoral en 2012 et l'adoption de la fausse biométrie dans notre pays, c'est bien la première fois qu'on écarte des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour défaut d'empreinte digitale. Et puis, à qui la faute? N'est-ce pas l'ECAM qui délivre les récépissés d'inscription et, ce faisant, donne les assurances aux citoyens qu'il est effectivement inscrit? Lors de sa conférence de presse qui a suivi mes révélations, le directeur général de l'ECAM s'est livré aux insultes dont ils sont coutumiers, mais n'a démenti aucun des faits que j'ai portés à la connaissance de l'opinion. En effet, à cette occasion, il n'a ni contesté le chiffre de 120 000 inscrits arbitrairement enlevés des listes électorales, ni contesté le fallacieux argument d'empreinte digitale par lequel il a justifié le rejet arbitraire de la plupart des inscriptions, ni apporté la preuve que ce sont les responsables des démembrements départementaux qui, en application de l'article 78 alinéa 2,
auraient effectivement transmis aux démembrements communaux des listes provisoires à afficher. Si l'objectif poursuivi par le directeur général de l'ECAM et ses fameux techniciens n'est pas de nuire au MRC et à l'Alliance politique pour le changement, comment expliquer que la purge électorale ne vise que des zones qui, selon le dernier scrutin électoral présidentiel, nous seraient favorables? La région du centre, celle de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, la région du centre, en particulier spécialement le Mfundi. Il s'agit d'une purge électorale barbare. Il y a peu, Elections Cameroun exigeait aux Camerounais établis à l'étranger la présentation des cartes consulaires, d'un passeport et de la carte de résident pour s'inscrire sur les listes électorales, chose qui est illégale, estime Maurice Kamto. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'en l'état actuel de la législation, le seul document exigible pour s'inscrire sur les listes électorales pour les Camerounais de l'étranger est le passeport. Je mets donc en garde les diplomates camerounais et autres agents de l'État en service dans nos représentations diplomatiques qui s'occupent de ces inscriptions que notre code pénal contient des dispositions permettant de les poursuivre personnellement en cas d'abus ou de non-respect de la loi. S'ils veulent engager leurs responsabilités personnelles, libre à eux. Pour notre part, nous procéderons systématiquement à des dépôts de plainte pénale contre quiconque violera la loi et, en l'occurrence, les droits des Camerounais à exercer leurs droits civils et politiques prévus par les lois, la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Bien évidemment, certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés, ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la roue tourne, et parfois plus vite qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi chacun a intérêt à se mettre du côté de la loi et non le contraire. Toujours en diaspora, alors qu'au terme de la loi, la période annuelle des inscriptions sur les listes électorales va du 2 janvier au 31 août. Dans plusieurs pays, la direction générale de l'ECAM a ramené cette période parfois à quelques semaines, voire quelques jours seulement. Nous détenons de nombreuses preuves de cette situation arbitraire et inacceptable. Vous avez tous vu circuler des communiqués officiels de plusieurs de nos ambassades consacrant cette fraude électorale grave et surtout assumée par les responsables de l'ECAM. À ces faits s'ajoute la publication d'un nombre total surréaliste des inscrits sur les listes électorales pour l'année 2024. En effet, selon le directeur général de l'ECAM, sans ouverture des listes électorales en diaspora depuis le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et donc sans aucune possibilité de recourir à la potion magique de fraude qu'est le toilettage du nombre des inscrits, le nombre des inscrits a miraculeusement fondu sur la liste rendue publique par communiqué le 10 janvier 2024. Ça, c'est de l'art, mais un art grossier de fraude électorale.
C'est ici qu'intervient la responsabilité criminelle des entreprises allemandes, Giesecke de Vierent et Feridos, partenaires techniques de l'ECAM. En effet, ce sont ces partenaires qui ont conçu le logiciel d'inscription sur les listes électorales. Ce système paramétré pour donner au final le nombre total d'inscrits par pays en ce qui concerne la diaspora, par région, département, commune et bureau de vote en ce qui concerne le territoire national, décide à l'avance et sans rapport avec les vraies inscriptions. C'est un système mortifère pour notre démocratie. Ici au Cameroun, si Elecam a ouvert les inscriptions dès le 2 janvier 2024, vous avez tous été témoins de toutes les manœuvres grossières du directeur général de l'ECAM pour décourager et même empêcher les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Par un communiqué contraire à la mission même de l'organisme qu'il dirige, le directeur général de l'ECAM a sommé ses collaborateurs de clôturer les inscriptions en semaine à 15 h et surtout de ne pas faire d'inscription les samedis et dimanches, soi-disant pour respecter le droit du travail. Lui qui utilise les véhicules de fonction les week-ends et sans aucun lien avec le travail pour lequel il est grassement payé, et qui multiplie les réunions bidons, les réunions à per diem, c'est-à-dire on paye votre présence à la réunion, après 15 h en semaine, ainsi que les samedis et dimanches. En plus de restreindre arbitrairement les horaires des inscriptions, le directeur général de l'ECAM a organisé le sabordage de cette opération en refusant de mettre à la disposition du nombreux public des kits d'inscription suffisants pour absorber l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais. Durant cette conférence de presse organisée ce jeudi 14 novembre 2024 au siège du MRC situé à Odia, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, le président de cette formation politique est également revenu sur la plainte déposée par le MRC contre plusieurs membres du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit être au-dessus de tout soupçon. Les faits à l'origine de la plainte que nous avons déposée contre 3 de ses membres ne plaident pas en faveur de l'impartialité et de la sérénité de cette institution à laquelle notre Constitution confère un rôle central dans la réalisation de l'état de droit et la régulation de la démocratie électorale dans notre pays. Il est encore temps de mettre bon ordre au sein de cette institution afin qu'elle s'éloigne à tout jamais de la dérive douloureuse de 2018 où, en pleine audience du contentieux post-électoral, confronté aux 32 procès-verbaux départementaux non signés, comme le prescrit l'article 67, alinéa 3 du Code électoral, son président osa lancer que, je cite, « La loi ne dit pas comment on doit signer un procès-verbal ». Fin de citation. Des actions que Maurice Kamto, l'homme qui est arrivé 2e à la présidentielle en 2018 au Cameroun, souhaite éradiquer avec en ligne de mire l'élection prévue l'année prochaine dans notre pays. De retour en studio, chers téléspectateurs, et pour ceux qui nous captent à l'instant, vous êtes en train de regarder Sur le chemin des élections, magazine qui fait le tour des actualités en relative aux élections présidentielles au Cameroun. Et justement, Jordan, avant de décrypter ce grand reportage qu'on vient de visionner à l'instant, j'aimerais bien vous demander quel est votre ressenti après l'avoir visionné. Le ressenti, c'est celui d'un journaliste camerounais qui couvre les activités politiques de façon quasi quotidienne. Oui. Nous écoutons les acteurs politiques qui chacun
en fonction de leurs objectifs, dans le cadre de leurs fonctions sur le terrain, ont des récriminations à apporter dans le cadre de leurs activités. Vous savez, la démocratie a ses principes, et parmi eux, il y a l'alternance au pouvoir, l'organisation libre des élections et la liberté d'expression. Dans ce troisième élément, qui est l'un parmi ceux non exhaustifs, qui caractérise un régime démocratique, il y a justement la possibilité pour les acteurs politiques de dire ce qu'ils pensent par rapport à la manière dont sont gérées les institutions sans quelque diffamation que ce soit. Et donc, lorsque vous êtes un acteur politique qui aspire au pouvoir, vous avez, en étant dans un parti politique d'opposition, une responsabilité historique qui est celle de dire les choses qui ne vous arrangent pas afin que l'opinion publique, qui est en un sens le dernier recours lorsqu'on décide de les contacter pour quelque chose que ce soit, qui est donc cette posture d'un homme politique visant justement Madeleine Bandon à tout faire pour évoquer les points et les zones d'ombre par rapport à la gestion des choses telles qu'elles est pratiquée dans un pays sérieux. Donc, c'est normal pour un acteur politique de l'opposition de critiquer, de dire qu'il n'est pas d'accord avec la manière avec laquelle les choses se passent, et ce n'est que l'une des caractéristiques d'une situation démocratique, et vraisemblablement c'est celle dans laquelle on se trouve dans notre pays. Au regard des chiffres et des cas de rejet présentés par Maurice Kamto lors de cette conférence de presse, Jordan, doit-on effectivement croire à des possibles fraudes de la part d'Election Cameroun, ou alors on peut se dire que ce sont des cas fréquents lors des inscriptions sur les listes électorales? Il faut dire que donner raison ici à telle personne ou à une autre, c'est peut-être biaiser le jugement. Vous savez, la posture dans laquelle nous sommes nous oblige à avoir deux attitudes. La neutralité, qui vise à donner la parole à tous les acteurs, à expliquer ce qui se passe, afin que les Camerounais qui nous regardent se fassent eux-mêmes leur propre idée par rapport à la situation. Ce que Maurice Kamto dit, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est clair. Et les Camerounais qui nous regardent ont la possibilité de le vérifier. Ils sont d'ailleurs nombreux qui nous regardent ce soir, qui se sont inscrits sur les listes électorales dont les noms ne sont pas sortis. On peut donc se poser la question scientifique, qui est celle de savoir comment comprendre que lorsque vous étiez sur le terrain pour vous inscrire, on a pris vos différentes informations, votre nom, les informations relatives au nom de votre père, le quartier dans lequel vous résidez, et on a pris vos empreintes digitales. On vous a donné un récépissé sur lequel il y a justement cette empreinte-là. Et que lorsque vous venez regarder, consulter la liste pour voir si effectivement votre nom est sorti, qu'on vous dise qu'il n'y est pas, parce qu'il y a un défaut d'empreinte digitale. La question scientifique, objective, qu'on se pose donc, c'est comment comprendre que vous n'ayez pas été signalé, on ne vous a pas signalé au moment de l'inscription que votre empreinte était problématique. Ce n'est qu'après que les informations ont été insérées dans les machines qu'on vous dit que votre nom n'est pas sorti parce qu'il y a eu un problème d'empreinte digitale. Et c'est la raison pour laquelle, sur cette base-là, Maurice Kamto estime qu'il n'y a pas de clarté à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle il dénonce ce qu'il qualifie comme étant des fraudes électorales. Et dans la même lancée, dans les propos du président de cette formation politique qui est le MRC, il a parlé du fait que Election Cameroun exigeait aux Camerounais qui vivent à l'étranger de présenter ils exigeaient justement lors des inscriptions sur les listes électorales certaines pièces d'identité, dont les cartes consulaires, passeports et les cartes de résident. Est-ce que, comme Maurice Kamto l'a dit, ces pièces sont nécessaires pour s'inscrire pour ces personnes qui vivent à l'étranger? Que non. Elle a été claire et la loi est également claire sur le sujet. Le code électoral concernant l'inscription des Camerounais dans la diaspora prévoit des dispositions précises que tous les Camerounais peuvent consulter. Il n'est mentionné nulle part la présentation de la carte consulaire par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Et les CAM à ce niveau a décidé d'aller un peu au-delà de la loi. Mais les responsables de cette institution avaient expliqué qu'elles ne veulent pas, c'est quelques personnalités, que sur le terrain, des Camerounais qui parfois n'ont pas la légalité en étant dans un pays, que ces Camerounais-là viennent s'inscrire sur les listes électorales.
La question qui leur a été posée a été fondamentale. Est-ce que c'est à vous, intuitu personne et en tant qu'institution, de décider de ce que vous devez faire, des textes en vigueur, alors que la loi, elle est précise à un certain niveau. Et donc, en tant qu'acteur politique de l'opposition, qui, dans le cadre des actions que nous pouvons apercevoir à travers les réseaux sociaux, a une cote de popularité qu'on ne peut ignorer dans la diaspora, il estime qu'il s'agit des manœuvres initiées par Elections Cameroun visant à réduire le nombre de Camerounais qui peuvent s'inscrire sur les listes électorales susceptibles de voter pour lui pendant l'élection présidentielle. Sur la base donc de ces quelques recensements faits sur le terrain, il pense que Elections Cameroun s'est comporté de façon dangereuse pour limiter le nombre de Camerounais inscrits sur ces listes électorales-là. Mais il faut préciser que la loi est claire. Est-ce que vous avez idée de ce que nous sommes un peu plus de 6 millions de Camerounais étant dans la diaspora. Le Cameroun compte environ 30 millions d'habitants. 6 millions de Camerounais dans la diaspora. Dans cette proportion de la population, on ne peut pas dire effectivement que tout le monde a la capacité de voter parce qu'il y a le principe de la majorité électorale. Oui. Donc ceux qui ont moins de 20 ans sont d'office écartés. Si on reste donc avec la proportion de Camerounais susceptibles de voter, on peut se dire qu'ils sont très nombreux. Et donc, il faudrait que ces quelques personnes-là puissent voter effectivement. Sauf qu'on leur a exigé un autre document qui, légalement, n'est pas accepté ou alors n'est pas recommandé. C'est la raison pour laquelle il s'est plaint. Maintenant, est-ce que les autres Camerounais qui, parfois, ont quitté le pays de façon illégale, sont arrivés sur les territoires européens sans forcément avoir les papiers, ce qu'ils appellent sur place les kaolo, ça va être très compliqué, mais en tout cas, sur ce point, du point de vue légal, Maurice Kamto a raison de rappeler que la loi n'a pas été respectée par Elections Cameroun, qui a exigé les choses au-delà de ce que la réglementation prévoit. Et justement, au regard de tous ces faits, de toutes ces preuves que Maurice Kamto a évoquées, que vous venez même de rappeler à l'instant, est-ce que la population camerounaise ne devrait pas s'inquiéter du silence du gouvernement après ces révélations et après ces déclarations de Maurice Kamto qui n'ont jusqu'à présent pas reçu de réponse? Oui, il faut dire que le gouvernement dans un pays a une responsabilité historique, celle de la neutralité politique. La confusion des régimes politiques sur le continent africain, surtout ceux qui ont été visités par les Français au moment de la colonisation, fait que parfois, on confond l'administration aux partis politiques. Ici, le silence du gouvernement est normal. D'accord. Si un membre du gouvernement, en tant que membre du gouvernement, justement, s'était exprimé sur le sujet, c'est à ce niveau qu'on devait s'inquiéter. Mais c'est normal que l'administration devienne silencieuse. Parce que, d'un côté, il y a les déclarations de Maurice Kamto, qui, je l'ai rappelé en début d'émission, sont normales. Oui. En tant qu'acteur politique de l'opposition, qui a la responsabilité historique de critiquer. On peut plutôt se demander que font les autres hommes politiques de l'opposition. Pourquoi ils ne parlent pas aussi par rapport au sujet? Ne sont-ils pas intéressés? Ne s'inquiètent-ils pas? Voilà une interrogation que nous mettons dans le pavé ici. Oui. De l'autre côté, il y a ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, qui lui également est dans une posture de justification. Cette semaine, par exemple, il y a eu une organisation qui a été tenue à Elections Cameroun, celle relative à une concertation avec les services centraux et déconcentrés de cette institution. Il était principalement question de faire le point sur la situation sur le terrain dans les différentes unités de commandement au niveau régional et de voir les perspectives par rapport à l'année critique qui est celle de 2025 où l'élection présidentielle sera organisée. Et donc, l'administration camerounaise sur ce coup a eu raison de rester silencieuse parce que, comme je le disais encore, je vais terminer par là sur cet aspect. Une administration se veut d'être neutre. L'administration et le gouvernement sont des institutions qui sont au service de la population. Le gouvernement, qui a en son sein des ministres, sont des serviteurs. Vous savez, en principe, dit que le ministre n'est pas le patron d'un Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont les patrons des membres du gouvernement qui, de façon étymologique, sont des serviteurs. Donc, c'est normal que le gouvernement reste silencieux parce qu'il n'est pas concerné par les déclarations de Maurice Kamto ou les déclarations d'Elections Cameroun. Il a une responsabilité qui est celle de conduire la politique de la nation telle que définie par le président de la République, conforme justement
à la constitution de notre pays. Au regard des déclarations de Maurice Kamto qui se veut le soucieux de l'avenir de la population camerounaise, est-ce que les populations qui sont les principales acteurs justement de ces élections présidentielles, parce que ce sont eux qui votent ou alors qui élisent leur président de la République, est-ce que en octobre 2025, il devrait plus se retourner vers le MRC qui, vous l'avez dit à l'instant, on remarque après les déclarations de Maurice Kamto que les autres présidents d'autres formations politiques sont plutôt silencieux. On a l'impression qu'ils ne sont pas regardants de ce sujet. Est-ce que la population devrait se tourner vers Maurice Kamto qui paraît plus soucieux que les autres partis d'alternance? Oui, Madeleine Bandon, vous posez une question que je qualifierais de dangereuse. Parce que vous demandez de dire aux Camerounais quelle est la personnalité politique qu'ils devraient suivre. Non. Je crois que la responsabilité de l'homme de médias n'est pas de demander aux Camerounais de suivre telle ou telle personnalité. Je pense que les Camerounais ont suffisamment de maturité leur permettant de faire le choix de la personne qui leur sied. Ils ont la possibilité, lorsqu'ils nous regardent, de consulter les programmes politiques, les projets de société, d'écouter les interventions des hommes politiques à travers les médias et de se faire eux-mêmes leur idée de la personnalité qu'ils pensent être la meilleure pour diriger le Cameroun ou pour leur permettre d'aspirer au bonheur. Donc, les Camerounais qui nous regardent feront le choix qui leur sied. Je ne leur demande de faire aucun choix. Et ils ont la responsabilité historique de choisir celui qui les correspond. Au chapitre maintenant pour le deuxième volet, Madeleine Bandon, des personnalités politiques qui sont restées essentiellement silencieuses par rapport à cette question relative aux inscriptions sur les listes électorales. Il y a quand même au chapitre de la diaspora, on se souvient de la déclaration de Cabral Libi, qui fut quasiment l'une des premières personnalités à avoir pris la parole pour s'offusquer devant le communiqué d'Elections Cameroun, rappelant aux Camerounais de la diaspora qu'il faut fournir 3 pièces, la carte consulaire, la carte de séjour et le passeport pour s'inscrire sur les listes électorales. Et ce rappel était justement conforme à la loi qui ne dit nulle part qu'il faut avoir ces pièces pour s'inscrire sur les listes électorales. On avait aperçu la sortie de Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et puis récemment celle de Maurice Kamto, dont on parle ce soir. Mais les autres, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être qu'ils se sont exprimés dans des canaux, à travers des canaux, pardon, où nous ne pouvons pas avoir accès. Peut-être oui, mais en tout cas, on n'a rien vu venant de ces autres acteurs politiques. D'accord. Parlons à présent de la plainte du MRC contre certains membres du Conseil constitutionnel. On se poserait bien la question de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto reproche concrètement à ces membres de cette institution. Je voudrais, Madeleine Bandon, comme on avait commencé justement tout à l'heure, à présenter les fonctions légales du Conseil constitutionnel, insister sur la plainte déposée par le MRC contre Clément Atangara. Oui. Il est le président du Conseil constitutionnel. Au Cameroun, il s'agit de l'une des institutions les plus importantes. Vous savez, dans un système comme le nôtre, où la séparation des pouvoirs est consacrée par la Constitution, il y a plusieurs éléments à mettre sur la table. La séparation des pouvoirs d'un côté, l'interférence entre les pouvoirs de l'autre côté. L'interférence, par exemple, entre le pouvoir présidentiel, incarné par le président de la République, et le pouvoir judiciaire, incarné par les juridictions, en tête desquelles se trouve le Conseil constitutionnel, c'est que le président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel qui ont un mandat de 6 ans, potentiellement renouvelable. À une époque, c'était un mandat de 9 ans, avant la modification de la Constitution en 2008, qui a consacré justement la réduction de ce mandat-là. Certains analystes politiques ont dit qu'il ne fallait pas qu'au Cameroun, un mandat soit supérieur à celui du président de la République qui est de 7 ans. Mais là, ce n'est qu'une parenthèse. Revenons donc à la plainte. Il se passe qu'on a aperçu que Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, a eu une réunion organisée par une association dite apolitique dans le département d'Union Esso, c'était à Malmayo. À la fin de cette réunion, une motion de censure a été signée. Dans le document, on aperçoit une volonté de ces élites de demander à Paul Biya d'être candidat à l'élection présidentielle. Dans les textes qui encadrent la création, le fonctionnement du Conseil constitutionnel, il est clairement indiqué qu'il est interdit à
aux membres de cette institution de militer, d'appartenir à quelque association politique que ce soit ou à quelque parti politique. Sur cette base légale, Maurice Kamto, en tant que président du MRC par ailleurs, professeur de droit public, droit constitutionnel, estime qu'il s'agit d'un comportement dangereux, antidémocratique, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de porter plainte. Les archives sont là. On a vu tout un article de Cameroun Tribune publié avec la photo de Clément Atangana, et beaucoup de Camerounais se demandent que faisait-il à ce meeting, et il s'est d'ailleurs justifié en disant qu'il est membre d'honneur de cette association, sauf que de façon scientifique et légale, d'un point de vue juridique, il n'avait pas le droit, en tant que président du Conseil constitutionnel, d'assister à une réunion à l'issue de laquelle on a appelé à la candidature de Paul Biya, même s'il a dit être sorti de la salle avant que la réunion ne finisse. Et justement, au regard de tous ces faits, est-ce qu'on devrait encore penser ou alors croire ou alors faire confiance à cette institution pour sa neutralité pour les élections qui arrivent? Peut-être oui, peut-être non. Parce que le contexte actuel fait que beaucoup de choses peuvent être dites. Mais en tout cas, il faut dire que le Conseil constitutionnel a une responsabilité historique, qui est celle de dire le droit, uniquement le droit. Lorsque le président de la République nomme un membre du Conseil constitutionnel, lui-même n'a plus le droit de les démettre de leur fonction. C'est ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Et ils sont nommés pour un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Il y a 2 seules possibilités qui peuvent faire en sorte que un membre du Conseil constitutionnel quitte ses fonctions. La première, c'est la démission. La deuxième, c'est la mort. On se souvient du regretté mémoire professeur Joseph Ouna, qui a été d'ailleurs remplacé au Conseil constitutionnel par l'ancien recteur de l'Université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkouas. Vous comprenez donc que les membres du Conseil constitutionnel, sur le plan légal, ont toute la liberté nécessaire de prendre des décisions qui leur sied sans quelconque influence que ce soit. Et donc, sur cette base juridique, je peux penser que les décisions qu'ils prendront seront conformes à la loi, parce que justement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de décisions de cette institution qui ont été prises non conformes à la loi. On se souvient du contentieux post-électoral, il y a eu le débat relatif à seuls les PVDD qui en font foi. Le Conseil constitutionnel a déclaré le président Paul Biya vainqueur sur la base des PV produits par Elections Cameroun, parce que initialement sur le terrain, seuls les PVDD qui en font foi, c'est la loi qui le dit. Et donc, le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de modifier les lois, c'est de les appliquer. Et ils ont appliqué la loi. Vont-ils le faire en 2025? C'est ce que les Camerounais espèrent. Ils ont un rôle historique à jouer, comme je viens de l'évoquer. En attendant 2025, on ne peut que s'asseoir et regarder ce qui va suivre en invitant toujours les Camerounais à se mobiliser. Les inscriptions sont passées, mais pour ceux qui sont inscrits, à se mobiliser pour aller voter si vous espérez un changement ou alors si vous êtes satisfait du déroulement, alors du développement du pays actuellement. Merci beaucoup Jordan pour votre intervention dans le cadre de cette émission pour sa dernière sortie de l'année 2024. Merci beaucoup. Je peux déjà souhaiter... Tout à fait, j'allais vous demander. Par anticipation. Oui. Oui, merci beaucoup. Ce fut un plaisir et on espère qu'on reviendra en 2025 un peu plus revigoré avec surtout de nouvelles choses pour nos téléspectateurs. On vous le souhaite également. On vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année à vous également, à vos proches et surtout on remercie toute la grosse équipe derrière cette production. On vous souhaite également à vous, chers collègues, de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité pour cette émission. On vous retrouve le premier vendredi du mois de janvier 2025 en espérant que vous vous portez bien. D'ici à là, prenez soin de vous et bonne fin d'année à tous.